pluridisciplinarité, compréhension globale, construire sur la vérité, confiance, intérêt du plus grand nombre. Peut-être que certains de ces mots vont revenir dans les échanges que nous allons avoir maintenant sur le risque management, socle de l'entreprise responsable, le risque manager, homme de puissance ou de confiance, de pouvoir ou d'influence, d'action ou de stratégie. Face à une formidable variété des risques depuis un an, un mois, une semaine même. On a eu les Gilets jaunes, Lubrizol, Notre-Dame de Paris, le 737 MAX qui a été évoqué tout à l'heure, et sur l'actualité de la semaine à laquelle le journaliste est forcément sensible, le coronavirus, et puis l'attaque de Bouygues Construction. Qu'est-ce qui est prévisible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Nous allons aborder ces questions avec nos intervenants que j'appelle à me rejoindre sur scène. Anne Piot-Dabzac, Renaud de Pressigny, Oliver Wilde. Voilà. Alors, dans les images, là, on était dans la gestion de crise. Maintenant, on va être dans la gestion surtout des risques. Dans le thème de cette table ronde, c'était associé à l'entreprise responsable. Comme on passe de l'un à l'autre, Brigitte Boucaud, dans son discours d'inauguration de ces journées, disait que le risk management, c'était la matrice du capitalisme responsable. Anne, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, oui, merci. Le constat, en fait, c'est que la responsabilité de l'entreprise, elle est plus importante qu'elle ne le fut. On l'a dit pendant ces 2 jours et demi, l'entreprise, elle engage sa responsabilité juridique, elle est attendue par ses actionnaires ou ses investisseurs sur une croissance, une rentabilité. Et on l'a vu, tous les sujets de RSE, on dit même qu'on est post-RSE, l'engage également. Et elle l'a parfaitement compris, on lui demande d'avoir une mission, une raison d'être, ce qui est formidable. Elle y va, mais partant, elle s'engage, elle communique sur ses engagements. Et en fait, elle s'expose parce que si elle n'est pas en mesure de tenir ses engagements, elle est exposée. Et nous, ce que nous disons à l'AMRAE, avec humilité, mais avec conviction, c'est que la gestion des risques, en fait, est la solution, est un outil pour permettre à l'entreprise d'assumer ses responsabilités. Et donc, une fois qu'on a dit ça, naturellement, le pendant, c'est de dire que l'entreprise doit allouer à la gestion des risques les moyens nécessaires. Un exemple dont je peux parler et que je connais bien chez Ipsen Pharma, donc nous avons une usine en Angleterre qui fabrique pour le monde entier un produit phare. Juin 2016, Brexit. Dès l'été 2016, en fait, on montait un groupe de travail pour analyser les scénarios possibles du Brexit pour Ipsen et les conséquences. Et en fait, très vite, on a décidé de travailler sur le scénario d'un Brexit dur, alors qu'à l'époque, on n'y croyait pas. Et d'ailleurs, l'histoire nous a donné raison. Néanmoins, on a travaillé ce Brexit dur. Pourquoi ? Parce que les enjeux à la clé étaient rupture de produits, donc rupture de médicaments, et donc des patients à la clé. Et là, Ipsen n'a aucun appétit pour ce risque patient. Et donc, on a mis en place, en plus, dans l'industrie pharmaceutique, les temps sont longs, donc il fallait prendre des décisions dès l'automne 2016 pour un effet en mars 2019. Et en mars 2019, première échéance du Brexit dur, nous étions prêts. Alors, on n'a pas eu de Brexit dur, n'empêche que moi, j'étais beaucoup plus sereine, premièrement. Et deuxièmement, maintenant, on est plus résilient puisqu'on a des possibilités avec l'ancienne formule et la nouvelle formule. Tout ça a coûté de l'argent. Tout ça n'était pas simple à mettre en œuvre. C'est des transferts d'un certain nombre d'activités dans un pays de l'Union. Mais c'était nécessaire parce que, encore une fois, l'entreprise n'avait pas cet appétit-là. Et cette approche par les risques a été extrêmement vertueuse. Autre exemple, je prends volontairement des exemples sans assurance, parce qu'on a beaucoup parlé d'assurance. Ce qu'on appelle le risque de conformité, donc on parle beaucoup du risque de corruption. On sait très bien les ravages que peuvent faire sur la réputation d'une entreprise des comportements déviants à un bout du globe, à l'autre bout de la planète. Et donc, c'est un risque que les entreprises, évidemment, couvrent. Mais on ne peut pas couvrir de la même façon et de façon massive dans tous les pays le risque de corruption. On ne peut pas dérouler des programmes comme ça. Il faut bien avoir une approche par les risques.
Et d'ailleurs, Sapin 2, on parle bien de la cartographie du risque de corruption. Donc on peut faire un certain nombre de choses dans tous les pays d'un coup. Et puis après, on va aller accentuer ces efforts et mettre des réponses là où on a identifié des priorités. Dans des pays à risque, activités à risque, métiers à risque, fonctions à risque. Et donc là aussi, c'est toute la vertu et l'efficacité de l'approche par les risques. Merci Anne, j'ai oublié de préciser avant de vous donner la parole que vous étiez Chief Risk Officer d'Ipsen, donc on est dans un laboratoire pharmaceutique où les questions de responsabilité sont évidemment absolument essentielles. Oliver Wild, vous êtes groupe risque, Chief Risk chez Veolia, donc dans un secteur très différent, dans le service, dans l'eau, l'énergie, les déchets, avec beaucoup de salariés dans beaucoup de pays. Anne a cité des exemples de son entreprise. Dans votre entreprise, comment s'exerce cette notion cette articulation risque-responsabilité? Gestion des risques. Juste en introduction, peut-être pousser la réflexion de se dire que l'entreprise responsable, elle est peut-être en partie née de la bonne gestion des risques, ou d'une bonne gouvernance, de se poser les bonnes questions. Et notamment la volonté de créer ou d'expliciter la raison d'être de l'entreprise. C'est par ce dialogue avec les parties prenantes et d'avoir cette transparence. Mais pour être transparent, il faut bien connaître ses risques et ses opportunités. Et donc, quelque part, on peut avoir la stratégie de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise qui sert de boussole, quelque part. Et là, la gestion des risques donne la carte pour justement arriver à l'objectif que l'on veut atteindre. Donc, on voit bien la place du risk management dans la gestion quotidienne avec les opérationnels, mais aussi maintenant à un cran beaucoup plus élevé et qui s'intègre dans des réflexions stratégiques, des décisions stratégiques, comme pour traiter du risque de Brexit, par exemple, qui peut avoir un impact dévastateur. Mais c'est une méthodologie qui est propre à l'entreprise, et je rebondis sur le commentaire d'Anne sur le risque de corruption, où quelque part il y a une réglementation qui nous pousse à avoir une méthodologie assez stricte, alors que la gestion des risques, elle est née d'une méthodologie qui a été développée pour l'entreprise, par l'entreprise, et on échange régulièrement entre risk managers et chacun a sa méthodologie. On a des points communs, bien sûr, mais l'important, c'est que ça marche pour l'entreprise et que ça pousse la réflexion au top management pour prendre des décisions sur comment on va traiter ce risque. Est-ce qu'il y a des leviers d'opportunité, et donc de vouloir l'enfermer dans un carcan avec plus que des recommandations, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Votre entreprise a eu, pas dans un passé récent, mais dans un passé plus lointain, des questions tout à fait majeures de corruption, et donc il était peut-être normal aussi qu'il y ait un cadre qui soit assez contraignant. Oui, je ne suis pas sûr à quel cas de corruption vous faites allusion, mais non, qu'il y ait de la réglementation pour encadrer et pousser les entreprises à activement gérer le risque de corruption, ça c'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Par contre, dans la structure et le cadre que l'on veut définir avec le code de conduite et la cartographie des risques qui est un pilier essentiel, il faut quand même laisser la part de flexibilité et la beauté de l'outil du risk management pour qu'il soit adapté justement à la situation de l'entreprise par rapport à son environnement dans différents pays. Et on ne va pas avoir les mêmes approches pour gérer nos risques en fonction de nos activités, de nos lieux d'implantation, de notre taille, de nos interactions avec les tiers. Et donc c'est pour ça que la gestion des risques permet justement d'apporter un peu plus de clarté et pour mieux comprendre nos risques. Clarté dont on parlait déjà beaucoup dans la table ronde précédente. Renaud de Pressigny, vous êtes directeur général de QBE, donc courtier en assurance et réassurance. Alors, votre spécificité, c'est que vous travaillez sur des entreprises très différentes de celles qui sont représentées là et de celles dont on a entendu parler plus tôt, puisque vous travaillez beaucoup exclusivement avec des PME, des petites entreprises et des ETI. Alors on a évoqué déjà le marché assez tendu. Est-ce que cette question de responsabilité, gestion des risques se pose de la même manière chez vos clients ? Oui, merci Jean-Marc. Je précise juste que QBE est un assureur d'origine australienne qui travaille en partenariat effectivement étroit avec des courtiers. On mène depuis plusieurs années une étude sur la perception des risques des PME et des ETI.
On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de grands risques et du durcissement ou du retournement dans certaines branches du marché des grands risques. Il faut aussi parler des 4 millions de TPE, des 150 000 PME françaises, des 6 000 ETI, qui sont, on le sait, le socle de notre économie. On conduit donc une étude avec OpinionWay chaque année, et ce qui m'a frappé, c'est qu'en tête des risques majeurs perçus par ces PME et ETI apparaissent d'abord les risques humains. Donc on est très loin de la perception des entreprises questionnées pour le forum de Davos. Les risques humains qui sont ensuite suivis des risques de marché que les PME identifient chez la perte de clients, les effets de la concurrence. Les risques matériels arrivent seulement en troisième position. On ne parle pas de risques climatiques, on ne parle pas de risques cyber qui sont loin dans le classement. Donc perception assez différente de la perception des grands risques qui nous était présentée tout à l'heure. Et donc, je reviens à la question sur la responsabilité, le lien responsabilité-gestion des risques. On a entendu 2 témoignages de gestionnaires des risques en grande entreprise. Chez vos clients, est-ce que vous sentez le même mouvement? Est-ce que vous sentez la même évolution? Il y a un contraste assez étonnant. Donc on interroge chaque année à peu près 300 entreprises. La plupart d'entre elles reconnaissent que la gestion des risques est un facteur stratégique. Elles le mettent d'ailleurs en tête dans les facteurs de compétitivité, ce qui est quand même gage d'une grande maturité par rapport à la problématique. Le paradoxe, c'est que seule 1 sur 4 déclare maîtriser totalement ou de façon satisfaisante les risques auxquels son entreprise est exposée. Donc ça veut dire que 3 PME ou ETI interrogées sur 4 considèrent qu'elles sont loin du compte. Elles évoquent en général comme frein le manque de ressources dédiées, le manque de temps, puisque généralement, dans une PME, le risk manager, c'est le patron, c'est le dirigeant, qui nous indique avoir comme priorité de s'occuper de ses sites, de ses collaborateurs, de ses clients, de ses marchés ou de sa trésorerie, et qui nous dit aussi, la gestion des risques, c'est mon métier, j'en fais depuis que je suis entrepreneur, mais quand on lui parle d'une démarche structurée, quand on lui parle de plan d'action, quand on essaie de le mettre en garde contre les risques de ruine de son entreprise, si un risque majeur survenait, et qui soit pas assuré du tout, soit mal assuré, là on arrive dans certains cas à déclencher une vraie volonté de démarche et on arrive effectivement à les aider dans cette voie. On verra peut-être plus tard comment vous faites. Vous avez décrit, Oliver, la raison d'être et comment l'appréhension du risque a évolué dans le cadre de cette... Mais c'est une démarche récente. Comment la position du risk manager dans une entreprise comme la vôtre a-t-elle évolué? Comment analysez-vous la transformation? Je pense que le risk management, il est quand même assez ancien, mais il évolue avec la maturité de l'entreprise quelque part, et je pense que l'un nourrit l'autre. Mais à l'origine, le risk management, c'était plus une approche, on va dire, un peu de conformité. Enfin, c'était attendu dans la bonne gouvernance de l'entreprise, tel que c'était défini dans certaines lois américaines ou dans le monde anglo-saxon. Et il y avait une table ronde qui parlait de... Culturellement, c'était plus de la compliance. Et en France, on est plus attaché aux valeurs, on a un peu plus de souplesse, on aime la discussion. Et ça nous parle beaucoup, ça, parce que je trouve qu'on est parti d'une approche un peu il faut que je coche une case. Et à force de discussion, alors c'est pas simple, hein, je pense que beaucoup de risk managers sont confrontés à cette problématique de positionnement. Mais si on voit le comportement où les opérationnels l'acceptaient beaucoup plus rapidement, parce que je pense que ceux qui sont sur les sites sont des risk managers nés quelque part. Et c'est plus dans le dialogue avec le top management où ça a peut-être été plus long. Mais on voit bien que les discussions ont fortement évolué. Enfin, à l'origine, le comité des comptes et de l'audit avait dans ses missions de vérifier qu'il y avait un dispositif efficace, adéquat, de gestion des risques. Et donc on a parlé pendant des années de méthodologie, d'impact, de fréquence, de risque brut, résiduel, et ainsi de suite. Et on s'attachait beaucoup à la méthode plutôt que sur le résultat. Aujourd'hui, maintenant, on s'attache beaucoup plus à creuser la cartographie des risques. Chez Veolia, on va même interviewer les administrateurs dans l'exercice de cartographie des risques depuis maintenant 2 ans. On fait des cartographies des risques de la stratégie.
Donc on accède vraiment au top management et on voit bien que ça sert comme outil d'aide à la décision. Le risk management s'intègre dans l'analyse des risques projets, mais ce n'est pas juste des risques projets contractuels, financiers ou techniques. On intègre les éléments de risque de corruption, de comprendre le pays dans lequel on va travailler, s'implanter. Donc on voit bien que le risk management petit à petit a tissé sa toile. Elle est pluridisciplinaire, comme l'évoquait le général Gontier. Et donc on est expert de rien, mais on écoute bien et on arrive à restituer les choses pour que ça soit utile à l'entreprise. Avec un rôle de coordination qui est sans doute plus fort qu'auparavant, qui va avec la pluridisciplinarité. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que le risk management, en fait, c'est un peu comme le cerveau. Enfin, il connecte les neurones pour qu'on ait cette intelligence collective. Alors c'est une grande phrase, hein, mais on essaye de transformer l'entreprise pour qu'elle soit plus collaborative. Et là, une fois de plus, je pense que le risk management, qui était peut-être positionné un peu à l'écart comme fonction support, était déjà une fonction qui, par nature, était obligatoirement collaborative. Parce qu'elle doit engager le dialogue sur un horizon de risque très large, avec l'ensemble des risques honneurs, et porter le sujet au top management et aux décisionnels de l'entreprise. Anne, vous aussi, vous sentez la même évolution d'une fonction qui était presque technique, hein, telle que vous la décriviez au départ, vers une fonction qui devient stratégique et au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Encore une fois, en toute humilité, mais c'est vrai que le risk manager aujourd'hui va fédérer un certain nombre de fonctions, parce qu'en plus, il y a d'autres fonctions qui ont trait de près ou de loin au risque. Et toutes ces fonctions, il faut les coordonner, et c'est naturellement le risk manager. Après, je souscris complètement à ce que dit Oliver. J'ajouterais que, alors, on a la chance d'être dans des entreprises qui ont compris l'intérêt de la fonction et qui lui donnent les moyens. Mais je dirais dans toutes les entreprises, alors à partir d'une certaine taille, il y a un distinguo. Enfin, la fonction, c'est une chose, mais de toute façon, le sujet monte. Ça, c'est clair. Enfin, il n'y a pas un consultant aujourd'hui qui vient vendre un projet sans avoir une approche risque-opportunité. Quand on se promène dans le couloir, le mot risque apparaît quand bien même on n'est pas porteur ou on n'est pas en train de faire une carto. Et moi, je trouve ça formidable. Je ne sais pas si un jour il n'y aura plus de risque manager et que ça se fera tout seul. Je ne pense pas. Mais en tout cas, très bien. Enfin, très bien. Et la fonction, incontestablement, monte de plus en plus vite. Renaud, chez vos clients, donc il n'y a pas de risk manager, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous contournez ça ? On essaie d'apporter des solutions. Chez QBE, on a développé une offre de service avec des consultants partenaires et qui vont en fait être le risk manager à outsourcer et qui vont apporter de la valeur ajoutée, soit dans des cartographies de risques, soit dans de la préparation à la gestion de crise, soit dans le domaine des risques cyber, dans des tests d'intrusion par exemple sur les systèmes d'information. Donc on essaye d'aider l'entreprise à faire le premier pas. Ensuite, on sait que c'est une démarche. Une cartographie n'est utile que si elle vit, que si elle évolue, que si elle est mise à jour, si elle prend en compte les évolutions de l'entreprise. Donc c'est vraiment aider l'entreprise à se rendre compte que c'est peut-être pas aussi compliqué que ce qu'elle craint et qu'avec l'aide d'experts, elle peut commencer à démarrer dans ce cercle vertueux. C'est évidemment utile pour nos clients. C'est distribué par nos partenaires courtiers, donc c'est aussi intéressant pour le courtier de se positionner à l'instar des grands courtiers comme un vrai conseil en gestion de risque et pas uniquement un conseil en assurance. Et c'est évidemment utile pour nous puisque ça nous permet d'avoir des assurés qui sont dans une démarche positive d'amélioration de leur profil de risque. De l'expérience que vous avez, ça prend ? C'est-à-dire qu'une fois qu'un consultant a travaillé pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années dans une entreprise, est-ce que ça s'instaure ou bien est-ce qu'il y a un taux de rejet qui est important ? Alors les offres que nous finançons sont des offres de courte durée parce qu'on a bien compris le problème de la PME qui est le premier problème, le temps. Donc il ne faut effectivement pas qu'on mobilise l'équipe de direction trop longtemps. Donc en quelques jours, notre consultant partenaire va développer et présenter une cartographie des risques. Et ensuite, ça va être effectivement un travail au long cours, soit avec une ressource interne qui va faire ça à temps partiel, soit avec un consultant qui va les accompagner. C'est évidemment vertueux. Ce qui m'a le plus frappé dans les témoignages des dirigeants qui ont bénéficié de cette offre, c'est l'impact managérial. C'est-à-dire que la gestion de risque, c'est ce que Oliver et Anne confirment, c'est un travail d'équipe. Le risk manager est un facilitateur, mais chacun des dirigeants de l'entreprise, chacun des responsables de l'entreprise a son rôle à jouer.
Et donc, les dirigeants étaient très frappés par le fait qu'une cartographie ne se fabrique qu'en équipe et que c'est un très bon exercice pour faire travailler une équipe de direction en synergie. On revient à la pluridisciplinarité. Une question là à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Les assureurs prennent-ils en compte dans leurs relations commerciales la qualité du risk management dans l'entreprise? Comment est-ce que ça a évolué justement à partir de votre démarche? Alors, il est clair que pour les entreprises qui ont une démarche structurée et celles qui sont dotées d'un risk manager, c'est quelque chose qui est complètement pris en compte, bon, avec les limites du marché qu'on évoquait juste avant, mais ça fait évidemment partie des éléments. La qualité de la prévention, les rapports de visite de site, les travaux sur la traçabilité des produits, sur la prévention contractuelle sont des choses qui sont traditionnellement prises en compte par les assureurs. Pour les PME, c'est souvent plus imparfait, c'est moins structuré, c'est la limite. Et c'est là qu'il faut effectivement qu'on aide ces entreprises à rentrer dans une démarche structurée qui leur permet de valoriser leurs efforts et donc de bénéficier de conditions d'assurance préférentielles. Anne, sur la prise en compte de la gestion des risques en entreprise, Oliver décrivait tout à l'heure les efforts auprès des administrateurs. Est-ce que la discussion se fait au bon niveau? Elle s'est faite en comité exécutif, elle se fait en comité d'audit. Est-ce qu'elle, de ce que vous voyez, est-ce qu'elle se fait aussi, est-ce qu'elle monte au conseil d'administration là où elle devrait être? Alors oui, encore une fois, moi j'ai la chance de pouvoir porter le sujet au plus haut niveau. C'est assez récent, c'est de plus en plus le cas, et c'est pour ça que c'est à nous aussi de travailler ce sujet, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon quand on parle à un COMEX, ou quand on parle à un comité d'audit, ou quand on parle à un conseil d'administration. Donc là aussi, le risk manager, mais c'est une opportunité formidable, hein, doit intégrer cette responsabilité-là. C'est vrai qu'un COMEX, par exemple, s'inscrit dans le temps d'une direction générale. Un conseil d'administration va avoir un temps plus long. Donc là aussi, il faut articuler, il faut qu'on soit, nous, l'artisan de cette conjonction, finalement, de l'intérêt commun de l'entreprise, et donc porteur de ces messages. Donc oui, ça monte au plus haut niveau. Après, ça peut être très différent selon les entreprises, hein, naturellement, mais à nous aussi d'être à la hauteur de ce défi-là. Oliver, même question. Vous avez décrit encore une fois de plus ce travail. Est-ce que Oui, enfin, c'est aussi assez récent chez Veolia, mais c'est intéressant à quelle rapidité ça va une fois qu'on a enclenché ce dialogue. Et c'est vrai que c'est pas le même interlocuteur, l'administrateur versus le COMEX. Et si on remonte un peu dans le temps, il y avait des comités des risques, donc on était encore un peu plus éloigné. Donc il y a besoin de se former, de s'entraîner à discuter avec ce calibre-là, je dirais, de représentants de l'entreprise, et aussi d'intégrer avec la raison d'être. Donc on élargit les parties prenantes, donc on va être amené à avoir des comités parties prenantes. Donc là aussi, je pense que le risk manager doit aussi penser à se préparer et à engager la discussion avec ces comités-là. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde, et donc c'est pour ça que la Marée aussi dispense des formations avec l'expertise des entreprises qui sont peut-être plus matures pour former justement des PME. On a aussi fait l'exercice de travailler avec les villes, donc les collectivités, et d'échanger sur les pratiques de risk management, pas seulement dans le cadre d'implantation industrielle, proche ou comme acteur économique du territoire, mais aussi pour aider la ville à être plus attractive, mieux en maîtrise de ses risques et de ses opportunités. Pour terminer cet échange, je vais vous poser une question qui est venue par SMS, qui est à quoi ressemblera le risk manager de demain? Quelles sont les qualités qu'il devra développer, peut-être plus qu'aujourd'hui encore? Renaud, on commence par vous. Difficile de prévoir. Je pense que la maturité dans le risk management en France fait preuve, et son évolution, sa montée en puissance dans les entreprises va se poursuivre. Je pense que ça doit être une femme ou un homme de réseau qui est, comme Anne et Oliver le vivent et l'ont bien démontré, doit être... c'est impossible, pas du tout un expert en tout, mais capable effectivement de connecter les différents points. Tu prenais l'image du cerveau tout à l'heure, pour faire en sorte que ça communique,
que le top de l'entreprise, que les instances dirigeantes soient effectivement totalement impliquées, mais que jusqu'en bas de l'échelle et au niveau opérationnel, cette culture du risque se développe. Donc il y a une dimension de communication qui est très très importante, tant dans les dimensions verticales qu'horizontales. On revient sur un mot-clé qu'avait employé le général. Oliver? Au-delà des qualités, je veux dire, classiques, curieux, sympa, ce genre de choses-là. Très intelligent. Non, je pense qu'il va falloir se poser des questions sur comment on peut s'outiller et devenir plus efficace. Parce que l'horizon de risque, il est très large, il est de plus en plus complexe. On ne peut pas les traiter en silo. Donc il faut qu'on travaille sur les corrélations des scénarios. Alors ça, c'est des questions qu'on se pose depuis un certain temps, mais on a un peu de mal à faire les scénarios où c'est des scénarios qui sont très cantonnés, on va dire. Il y a une petite histoire et pas forcément une capacité à faire des analyses de sensibilité aussi, de voir et de tester la résilience de la stratégie de l'entreprise ou la résilience même de l'entreprise elle-même par rapport un scénario et d'avoir un peu qu'est-ce que je suis prêt et capable à absorber en termes de choc ou de stress et qu'est-ce qui va devenir grave en fait. Et ça, il faut qu'on ait des outils. On ne peut plus juste faire des ateliers, des réflexions. Il va falloir qu'on puisse documenter plus rapidement, qu'on puisse traduire ça en plan d'action très concret, pouvoir partager l'information rapidement dans un réseau de filiales, ce genre de choses-là. Renaud et Oliver ont décrit un mouton à 5 pattes. Il faut qu'il soit à la fois très rigoureux, très curieux, très imaginatif même pour faire des scénarios. C'est bien d'avoir de l'imagination. Et donc, vous avez fait même beaucoup de qualités contradictoires. Vous en avez une à rajouter pour qu'on ait vraiment la 5e patte? Et une 6e patte, peut-être. J'ai animé un atelier sur l'intelligence artificielle au service de la gestion des risques et je pense qu'il aura aussi cet outil formidable, alors, ce qui est encore en devenir, mais dont la construction, voilà, on a vu des exemples très concrets. Et donc, le risque manager de demain sera encore plus intelligent. Alors, ça ne va pas complètement chambouler le métier, la méthodo va rester, voilà, mais ça va lui donner plus de puissance. Donc, je pense que c'est un bon levier. Et puis, je voulais reboucler sur les mots du général, parce que moi, il m'a impressionné. J'ai pu le rencontrer avant de venir. Et oui, de rester en vérité, de créer la confiance pour que la vérité au service de l'intérêt commun, donc des entreprises et de ses parties prenantes. Voilà, donc c'est un peu naïf, mais moi c'est ce qui me porte. Ça fait une très belle conclusion. Merci à vous. Merci.